Bonjour à tous, bonjour aux 60 personnes qui sont déjà connectées. Bonjour à mes co-speakers et à Thierry présent aujourd'hui. Je suis Claire Dubois-Louveau et je suis en charge des relations externes et médias pour BPI France Le Hub. Et BPI France Le Hub, c'est le partenaire opérationnel des fonds d'investissement en capital risque de BPI France. Ça veut dire littéralement qu'on accompagne les startups qui sont investies par les fonds de BPI France dans leurs tâches et missions du quotidien. Aujourd'hui, on va parler d'IA et d'éthique. Je ne vais pas rentrer plus loin ou aller plus loin dans le sujet puisqu'on a des speakers de haut vol sur le créneau. On va rentrer donc sur ce sujet à travers des témoignages et des retours de Théo, Alexandre et Laurence qui sont connectés aujourd'hui. Le totem est un format qui se veut discussionnel, conversationnel. L'idée est d'engendrer le débat. Au départ, ça s'organisait de façon présentielle chez nous, BPI France, Boulevard Haussmann, dans un lieu que beaucoup connaissent et qui s'appelle le Hub. L'objectif, ça a été de maintenir le format, continuer à créer des échanges, continuer à créer des débats. Il y a des canaux chat et questions qui sont à la droite de votre écran si vous voulez prendre part à tout ça. Et avant de laisser la place à Thierry, je préciserai qu'il y a un prochain rendez-vous, puisque c'est un format qui est un format mensuel, et le prochain rendez-vous est pour le 26 mai prochain. Et il sera consacré, quant à lui, aux startups qui ont, d'une façon ou d'une autre, réussi à faire de la crise une opportunité pour adapter leur modèle, pour aller sur de nouveaux marchés, pour peut-être se réorganiser. En tout cas, c'est un format qui se voudra évidemment très optimiste, puisqu'il y a des acteurs avec lesquels on travaille au quotidien qui ont tiré de ces derniers mois des leçons et des actions vertueuses. Voilà, je vous laisse aux mains de nos trois experts et de Thierry. Je vous souhaite une belle session et à une prochaine fois. Au revoir. Nous voici réunis pour donc ce nouveau totem, alors en distanciel, hein, mais je crois qu'on est réunis par une même attraction pour l'enjeu de ce soir qui concerne l'intelligence artificielle. Alors vous le savez, Uzbek Erika et BPI, le Hub, aiment traiter de problématiques en lien à la fois avec les métiers et avec les grands enjeux de société. Il y a quelques semaines, on était tous ensemble pour évoquer les enjeux et l'avenir de l'industrie du tourisme. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour creuser un sujet qui mêle encore une fois politique, éthique, technologie, qu'on a intitulé « L'intelligence artificielle de demain sera-t-elle inclusive ?» Alors, comme vous le savez, le mot « inclusif » de nos jours, on l'entend à peu près 10 fois par jour, et parfois on se demande d'ailleurs si le terme inclusif est pas un peu excluant. Et donc on va essayer, comme on dit un peu dans le jargon journalistique, de périmétrer le sujet. Peut-être une toute petite définition d'inclusif. Je demanderai à nos experts de la valider ou pas d'ailleurs. Et donc considérer comme inclusif tout projet ou initiative ou entreprise, ou groupe humain qui ne laisse personne à l'écart et où chacun se sent chez soi. L'intelligence artificielle, de son côté, c'est presque une définition encore plus difficile parce qu'il en existe beaucoup, mais j'ai préféré prendre celle du Larousse, comme ça au moins on ne risque pas de se tromper. Et puis en plus, il y a des experts dans la salle, donc moi, j'ai pas du tout envie de me faire attraper sur ces trucs. C'est donc l'IA, l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Alors, on va évidemment tourner un peu aujourd'hui autour de ce concept de simulation. On va donc se demander en quoi l'IA peut être inclusive, débarrasser de ces fameux biais. On va revenir aussi sur le concept de biais, mais au-delà, comprendre en quoi cette intelligence artificielle peut être responsable, contrôlée, et par la loi et par l'être humain, démocratique, ouverte et si possible, non utilisée à des fins de domination totale des géants du numérique. Bref, une IA éthique. Alors, vous connaissez le format désormais. J'aurai le plaisir de converser dans un premier temps, 10-15 minutes, avec Laurence de Villers, puis ensuite, pour le reste du temps qui nous a imparti, c'est-à-dire maximum 18 heures, avec Alexandre Guénoun, cofondateur et CEO de Kiro, ici présent, et Théo Alves d'Acosta, data scientist chez Equimetrix, mais également membre de Data for Good. Claire l'a rappelé tout à l'heure, vous pouvez poser toutes vos questions et à un moment donné, je vous poserai moi-même un petit sondage et je ferai réagir nos invités à vos réponses.
Mais je vais donc tout de suite commencer, évidemment, comme je vous le disais, avec Laurence de Villers. Bienvenue à toi. Rapidement, hein, parce que tu fais beaucoup, beaucoup de choses dans la vie, mais je vais résumer brièvement et synthétiquement. Tu es donc professeur en intelligence artificielle au LIMSI CNRS. Le LIMSI, c'est le laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur. Tu es membre de la CERNA, qui est la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique d'Alisten. Alisten, on pourra peut-être. Tout cela a un peu évolué, alors je me permets de Oui, mais je t'en prie. remettre à jour. Donc, je suis professeur à la Sorbonne et chercheur au CNRS, dans un laboratoire qui s'appelait, comme tu viens de le dire, le LIMSI, mais qui maintenant s'appelle le LISN, depuis janvier, donc c'est récent. Okay. Donc, laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique. Et je ne suis plus à la CERNA, qui aussi existait jusqu'en fin 2019. Et maintenant, je suis dans le comité d'éthique du numérique, pilote d'éthique du numérique, qui s'appelle le CNPEN, qui est accolé au CCNE, qu'on connaît pour la bioéthique. Ok, d'accord. Mais alors, par contre, j'ai listé deux de tes livres et tu vas me dire si je me suis trompé cette fois-ci. Non, je pense que c'est bon. Ouais. Non, mais parce qu'en plus, alors, il se trouve que chez USD Kireka, on te connaît bien et qu'on t'a beaucoup lu et oui. On te suit beaucoup. Mais tu as écrit les robots émotionnels. Santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça. Donc, il était déjà beaucoup question d'éthique, mais aussi la souveraineté numérique dans l'après-crise. Voilà, donc j'allais dire d'une certaine manière que quand on ne sait pas trop quoi penser sur les questions techno, numériques et éthiques, on se réfère à toi, qui est une sorte de référence et j'ose le dire, de boussole. Alors peut-être ma première question, c'est peut-être un état de l'art. Moi, j'ai le sentiment, si tu veux, en tant que journaliste qui fait de la prospective, qu'on a énormément parlé d'intelligence artificielle dans le courant des années 2000, et puis peut-être un peu moins, peut-être parce que ça a été un peu moins une obsession de mes confrères journalistes, peut-être qu'aussi l'espace public avait été un peu saturé par les enjeux d'intelligence artificielle, mais pour autant, c'est pas parce qu'on en a moins parlé que la science et les progrès en termes d'IA n'ont pas évolué. Est-ce que peut-être on peut juste commencer, Laurence, par faire un petit état de l'art? On en est où d'un point de vue scientifique avec l'intelligence artificielle? En gros, est-ce que les promesses ont été tenues ou est-ce que les craintes étaient justifiées? Merci, je vais essayer d'être brève sur ce sujet qui est énorme, l'état de l'art de l'IA. Donc l'IA, c'est déjà, comme j'adhère tout à fait à la définition de l'imitation des capacités de cognition humaine. C'est plusieurs approches différentes. Il y avait une approche symbolique qui est la plus ancienne, des systèmes experts où les règles sont faites par des humains. L'approche ensuite statistique, l'approche par réseau de neurones. Parmi ces approches statistiques, est celle qui est le plus en vogue avec le deep learning et ou les GAN dont vous entendez parler sans savoir forcément toujours ce que c'est, mais qui sont les systèmes les plus performants à l'heure actuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'écrit plus des règles, mais on se sert de bases de données qui sont annotées pour la plupart pour extraire des connaissances qui ne sont pas des connaissances faciles à lire. On parle de boîtes noires, mais qui permettent en fait de passer de l'entrée signal à une prédiction symbolique. Par exemple, reconnaître un chat d'un chien ou dire que ce signal audio est émotionnel, quelqu'un en colère ou qui est triste, par exemple. Donc, cet enjeu-là, en fait, de passer du signal à une transcription symbolique, il est fait à partir de bases de données, donc d'où problème de discrimination si les bases de données ne sont pas bien faites. Et puis, il est difficile à spécifier, donc il est difficile à évaluer. L'état de l'art à l'heure actuelle, c'est que la plupart des systèmes sont faits comme ça, donc avec des approches dites supervisées. Donc, on a annoté des signaux. Le Graal pour les chercheurs, c'est d'aller sur des approches non supervisées. C'est-à-dire qu'on n'a pas, du coup, le prix à payer pour l'annotation, si vous voulez, et en même temps, on imagine que la machine, du tout, pourrait apprendre de façon continue, en s'adaptant en continu à l'environnement. Alors, pour faire cela, donc c'est soit dit approche non supervisée, donc elle va finalement apprendre des formes qui se rapprochent des formes qu'elle connaît déjà, ou bien une approche dite par récompense, par essai-erreur, reinforcement learning pour ceux qui connaissent, avec des métriques qui laissent quand même une espèce de liberté d'apprentissage aussi, puisqu'il faut juste répondre à la métrique de récompense pour que la machine analyse ces systèmes. Quel est l'état de l'art actuel et surtout qu'est-ce qu'on utilise déjà dans les entreprises? Principalement des approches dites supervisées,
Et dans le non supervisé, il y a quelques initialisations de systèmes qui sont non supervisées, mais derrière, c'est supervisé. Et pour tout ce qui est reinforcement learning, c'est très utilisé en robotique, par exemple, pour un robot qui cherche à se déplacer dans un espace. Mais c'est aussi, ça avait été utilisé en traitement du langage automatique avec Tide de Microsoft, par exemple, qui était un système qui avait été mis sous Twitter et qui était capable d'apprendre du langage des internautes qui, d'une certaine manière, avaient voulu le mettre à défaut. Et donc, au début, il disait « j'aime l'humanité ». À la fin, il avait appris que, finalement, les mots sur le nazisme et le racisme faisaient plus parler les gens, donc il avait appris ça. Mais de façon sans comprendre absolument de quoi il était question. Donc l'état de l'art, si vous voulez, 2010 pour moi, c'est le deep learning couronné, notamment pour la reconnaissance de la parole, où on arrive au même taux que la reconnaissance de la parole d'un humain dans un cadre de voix non bruitée et pas en effet cocktail, c'est-à-dire pas de superposition de voix. Alors, à l'heure actuelle, les grands projets, c'est dans de techniques d'IA, c'est les NTIC, c'est-à-dire qu'on va allier cette puissance de calcul de l'IA à l'idée d'aller de plus en plus travailler sur des applications pour la santé qui sont intéressantes. C'est par exemple mettre dans des capteurs sur un robot avec une peau siliconée qui peut même être chaude et essayer de travailler sur la douleur et le plaisir ou l'aspect de joie ou de tristesse. Ça, c'est de la recherche. De la même façon, on va travailler sur le deep learning pour essayer de complexifier les systèmes, les architectures, qui, je le rappelle, moi, pour ma thèse, j'ai fait déjà des réseaux de neurones qui étaient déjà deep, avec plusieurs couches cachées, mais c'était des perceptrons multicouches avec un aspect temporel sur chaque couche. Et déjà, c'était très en avance, mais ça marchait pas parce qu'on n'avait pas la capacité de calcul. Donc, tout ce qui est fondamental, comment on modélise le neurone, la rétropropagation du gradient, tout ça existait déjà. La modélisation du neurone, c'est Macular and Peel en 1943. La rétropropagation du gradient, c'est 1987. Vous voyez, c'est pas nouveau. Donc, qu'est-ce qu'il y a de très nouveau ? Eh bien, le fait de pouvoir paralléliser les calculs et d'avoir des machines qui permettent une fulgurance de traitement. Traitement de calcul, la mémoire, maintenant, est gigantesque et coûte pas très cher. C'était pas le cas de mon temps où ça mettait des mois pour, par exemple, faire l'apprentissage d'un système. À l'heure actuelle, on peut les utiliser sur tout PC, Mac, c'est incroyable. Mais voilà, quelles sont les limites ? Eh bien, j'ai une autre limite qui est intéressante, c'est ce qu'on sait faire sur les modèles de langage. L'idée, c'est d'aller apprendre à partir de milliards de données pour essayer d'arriver à quelque chose de plus intelligent. Donc, ce qu'on sait faire avec BERT, par exemple, qui est un modèle de langage écrit, ou qui sont tous les travaux de OpenAI, c'est effectivement d'aller vers de plus en plus, OPT3 a été testé en août, par exemple 2020, il génère des phrases qu'on n'a pas prononcées et qui ont l'air intelligentes. Mais ça ne veut pas dire que la machine est intelligente. C'est l'humain qui juge que c'est intelligent. De temps en temps, la machine peut générer des choses totalement stupides. Et c'est encore l'humain qui va dire que c'est stupide. Donc, cette créativité des machines qui fait tant peur, mon premier livre, avant les deux que tu as cités, c'était Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité. C'est cette projection ces fantasmes qu'on projette sur les capacités des machines, qu'on surcapacite, et qui nous amène à dire que les machines sont créatives, vont avoir des consciences, vont avoir des émotions. Non. Pour l'instant, quand OPT3 génère des phrases incroyables, c'est nous qui les trouvons incroyables. Lui, il est capable de générer un énorme champ de possibles. Mais le vrai sujet, je pense, qui est éthique derrière tout ça, c'est non seulement de mettre des bornes sur ce qu'on voudrait pas, dans quel domaine l'application d'usage il faut pas aller, d'ouvrir ces champs de réflexion éthique de façon la plus large possible, avec un mélange de culture, de vision, le plus au niveau mondial, je pense. Déjà, si on le fait au niveau européen, c'est bien aussi. Et puis de travailler sur la robustesse des systèmes qui sont loin d'être robustes, c'est-à-dire que vous bougez l'aile d'un papillon, comme on dit, et ça fait bouger le volcan. Donc là, vous bougez un peu les paramètres du deep learning, et puis vous voyez bien que vos résultats, ils sont pas stables. Donc, il faut faire attention à ça, savoir les évaluer et savoir les fiabiliser et savoir les utiliser. Donc là, on voit qu'il y a un enjeu techno, en gros, de maîtrise, et puis il y a un enjeu politique. Peut-être rapidement sur l'enjeu politique. Tu disais déjà, ce serait bien au niveau européen qu'on puisse s'entendre et j'imagine avoir une sorte de doctrine commune. Si jamais déjà on arrive à faire ça, ce sera formidable. Et ensuite, au niveau mondial, d'avoir aussi des critères partagés. Ce serait quoi? Parce qu'en fait, moi, quand je t'entends, la question, c'est la manipulation d'une énorme masse de data.
Même si ça date d'il y a 35, 40 ans, voire beaucoup plus par certains aspects, en fait, aujourd'hui, on a la capacité de générer des calculs gigantesques. Donc technologiquement, on voit bien qu'on est embarqué par le truc. Et comment on fait en sorte de ne pas emballer la machine, ou en tout cas, est-ce que la machine ne s'emballe pas elle-même? Elle s'emballe déjà, si on veut. Hein. Si vous voulez, à l'heure actuelle, le state of the art, l'état de l'art, c'est de faire des machines end-to-end. Donc, qui partent, si je prends la reconnaissance de la parole, vous allez bien comprendre, qui partent du signal audio pour arriver au texte. Avant, on avait de la phonétique, qu'est-ce qu'un son, on avait du lexique, qu'est-ce qu'un mot, on avait de la syntaxe, comment on organise les mots, et on avait de la sémantique et des informations sur tous ces niveaux qui étaient mis en jeu pour mieux faire des machines performantes. À l'heure actuelle, on a démontré que, en utilisant juste les données simples, hein, même audio, même directement audio, ou visuel, hein, ou des images ou des vidéos, on arrivait à extraire de la connaissance si on avait étiqueté ces images. Ça veut dire que tout apprentissage de tout cela est fait sur la surface des choses, sans concept additionnel, donc sans, si vous voulez, abstraction. Nous utilisons notre sens commun pour comprendre, nous utilisons notre parcours, on a énormément d'informations qui font qu'on peut décider très vite. La machine n'a pas du tout cela, elle a par contre un nombre incroyable de données qu'elle a vues dans cette situation, et elle essaie d'en tirer finalement la meilleure séquence quand elle fait la reconnaissance de la parole. Donc, c'est un cheminement de calcul très différent, qui ne s'apparente pas à une prise de décision de pensée, hein, qui n'a pas un différent niveau d'abstraction, mais qui est très bas niveau. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de conscience dans ces machines. Il n'y a pas de compréhension de ce qu'elles disent. Au PT3 peut vous dire que le monde est formidable et que les philosophes ci ou ça, ou que la musique et les mathématiques équivalent aux mathématiques ou je ne sais quoi, mais il n'y a aucune intention dans la machine, ni de réflexion pour arriver à cela. C'est un pur mécanisme d'algorithme qui l'a fait générer ça. Est-ce que tu as senti depuis une dizaine d'années une acculturation des dirigeants politiques, mais même des leaders des grandes entreprises pour de l'IA? C'est quand même un domaine extrêmement pointu. On le verra tout à l'heure avec nos deux invités, qui nécessite un niveau d'expertise assez dingue. Est-ce que là, on parle inclusion et on parle éthique. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais est-ce que tu as senti une meilleure connaissance du domaine par ceux qui sont censés légiférer et organiser l'espace commun? Je suis tout à fait d'accord qu'il y a un manque de culture scientifique et de culture sur ces technologies ou sur l'IA, hein, sur les modèles mathématiques qui sont derrière, hein, très clairement parmi les gens qui sont décideurs. C'est pour ça que je pousse, moi, à ce qu'il y ait une pluridisciplinarité, hein, de la même façon que les scientifiques n'ont pas forcément une vision holistique de ce qu'ils font. Hein. Souvent, ils sont nés dans le guidon en train de regarder ce qu'ils sont en train de faire et les performances qu'ils obtiennent sans imaginer à quoi ça peut servir dans la société, dans un objet, pour la santé, etc. Donc, il faut construire une vision holistique. Il faut qu'il y ait plus de conscience de la part des technos, de toute la sphère qui travaille en technologie, des enjeux. J'ai pas dit conscience morale, c'est autre chose, mais disons conscience des enjeux. Juste savoir où on est, quoi, en fait. Hein, voilà, à quoi ça peut servir et un peu démystifier tout cela. Alors après, pour le citoyen qui n'est pas expert du tout, c'est effectivement difficile à comprendre, mais pas tant. Je ne trouve pas. Je trouve qu'en fait, pour avoir parlé beaucoup à des auditoires qui n'étaient pas forcément experts. Il suffit dans l'auditoire qu'il y ait quelqu'un qui un jour ait eu une expérience où ait vu son fils, son cousin montrer ce que c'était qu'une architecture deep learning et puis voir dérouler un processus à l'écran, un peu expliqué, pour me dire ça y est, mais je fantasme plus. Enfin, c'est un mythe tout ça, hein, de la difficulté inaccessible pour tout le monde. Alors, il ne s'agit pas que tout le monde se mette à coder non plus. Je ne vois pas l'intérêt. Parce qu'il faut rester sur des grandes dimensions aussi d'humanisme. Mais en tout cas, il faut démystifier cela. Il y a une certaine complexité, mais je trouve que c'est irresponsable de la part des ingénieurs de dire qu'elle nous dépasse. C'est pas vrai. Ce qui nous dépasse, c'est de la lancer sur une foultitude de données, et donc là, on peut se dire, on peut découvrir des choses. Ok, mais c'est pas de la conscience, et c'est en tout cas, la machine n'est absolument pas responsable de ce qu'elle fait. C'est toujours l'humain qui doit être responsable de ce qu'il a produit là. Et donc sur le clivage, pour reprendre juste une dernière seconde sur le clivage dans la société, oui, il faut faire tout ce qui est dans le possible pour éviter qu'il y ait une rupture.
on voit déjà des ruptures à tellement de niveaux que l'IA doit nous servir au contraire pour fédérer, pour mutualiser. C'était ça, hein, le premier dessein d'Internet, c'était de donner accès à tout le monde à la connaissance. Et donc, à l'heure actuelle, on voit des fake news, c'est plus compliqué. Il faut apprendre à l'école comment on se sert de ces outils et les démystifier. Démystification, c'est la première base pour appréhender après les concepts qui sont derrière et les utiliser au mieux. On doit être winner dans cette histoire. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que fait l'Europe en nous proposant un cadre, mais un cadre qui est pas assez précis, qui doit être retravaillé avec les citoyens, retravailler avec les grands dirigeants, avec les startups, avec ceux qui font et ceux qui utilisent sur les usages, parce qu'il faut remonter les choses. On maîtrise pas bien encore comment vont être nos usages. Regardez ce truc-là, qui aurait dit qu'on l'aurait tout le temps avec nous Regardez Twitter, c'est tellement pauvre de s'exprimer avec aussi peu de caractère. Et pourtant, ça marche. Et ça engendre des façons de se comporter. Donc l'éthique doit pointer sur ces objets fondamentaux qui sont sur le long temps plus long et qui nécessitent effectivement de réfléchir aux grandes modifications dans la société. Et j'en profite avant d'inviter à nous rejoindre nos deux experts, de poser cette question de Jean-Jacques Fouché. Où peut-on trouver ce cadre européen? Est-ce que, quand tu parles de cadre européen, tu fais référence au Digital Services Act, qui est en train d'être débattu aujourd'hui au sein de la Commission européenne et en particulier avec le commissaire Thierry Breton? Oui. Non, je parle du cadre juridique qui a été proposé par l'Europe, qui est sorti hier, 21 avril. Vous pouvez vous rechercher sur Internet et vous allez trouver ce cadre européen. Pardon ? On a bien fait de faire cette table ronde aujourd'hui. Ah oui, elle rentre parfaitement, évidemment. Mais et donc on a une approche qui est donnée avec un certain nombre de hauts risques. Alors le haut risque, il faut aussi le redéfinir peut-être, mais tout cela va amener à beaucoup d'échanges dans la communauté. Et c'est vraiment, à mon avis, un premier pas politique extrêmement intéressant pour mettre en avant nos valeurs aussi dans l'Europe. On a des valeurs qui viennent des droits de l'homme, l'éthique, on en parle beaucoup, c'est des boussoles pour aller plus loin. Et je pense qu'en cela, on peut aussi amener d'autres pays à regarder. Comme je disais, je suis aussi impliquée de façon internationale dans le partenariat mondial sur la réflexion sur l'intelligence artificielle, qui s'appelle le GPAI en anglais, Global Partnership on AI, sur l'avenir du travail avec des machines. Et il y a 4 grands sujets et ça avait été lancé par le Canada et la France au départ. Il y a maintenant 15 démocraties qui travaillent sur ces sujets. Donc, ces temps de réflexion sur la redéfinition du rapport à soi et aux autres avec de l'IA, les moyens pour respecter l'autonomie, le libre arbitre de chacun, les conditions, la soutenabilité sociale, économique et écologique, environnementale de ces développements du numérique, tout ça est sur la table. Et aussi ce que vous disiez sur Monsieur Breton, qui travaille sur effectivement 2 sujets très importants, qui sont comment on peut mutualiser des données en Europe pour monter plus haut sur les créneaux plutôt que de dépendre des solutions américaines sur lesquelles on n'a pas de contrôle sur les données. Et donc, il est essentiel que l'Europe ait ses licornes. Il y en a de plus en plus. Il y en avait 12 au dernier compte que j'ai vu. Peut-être que vous m'en annoncerez d'autres, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce doit être aussi des rôles modèles pour nous, pour montrer que on peut faire une IA pour l'Europe, en tout cas déjà, et puis peut-être plus loin. Mais en tout cas, c'est important d'avoir conscience que le marché européen est énorme. Je voulais juste remercier Fabrice Desmazeries qui nous envoie un petit lien justement précisément sur ce dont tu parles de la Commission européenne. Et j'accueille donc Alexandre Guénoun. Salut à toi Alexandre. Bonjour. Et Théo Alves d'Acosta. Bienvenue à toi aussi. Bonjour. Alors, je vais vous demander rapidement quand même de vous présenter. On va commencer par toi Alexandre. Tu es fondateur et donc CEO de Kiro, comme je le dis en introduction. Alors Kiro, est spécialisé en biologie médicale. Rapidement, comment l'IA travaille sur de la biologie médicale? Est-ce que ça a pour but d'accélérer la prévention, la médecine préventive? Alors, effectivement, on fait plusieurs choses en biologie médicale. Bon, la biologie médicale aujourd'hui, elle est assez connue par beaucoup, notamment grâce au Covid-19, parce que c'est effectivement dans un laboratoire de biologie médicale qu'on fait maintenant ces tests PCR. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on
On a vu des choses arriver et des gens connaissent des choses qui sont assez complexes, comme la PCR par exemple. Donc c'est assez rigolo de voir comment la biologie médicale a pu susciter dans les derniers mois beaucoup d'intérêt. Et nous, en fait, ce qu'on fait chez Kiro, c'est qu'on offre aux patients et aux professionnels de santé une interface, une plateforme interactive et sécurisée qui permet de retravailler en fait complètement le compte-rendu de biologie médicale que l'on connaît tous et qu'on a probablement vu récemment avec le Covid-19. L'idée, c'est qu'une fois que les résultats de biologie médicale sont obtenus et validés par le bio, Kiro transforme en fait ce compte-rendu papier dans une expérience qu'on veut tout à fait nouvelle en fait pour ceux qui vont utiliser les résultats. Et l'objectif de nos algorithmes, c'est de traiter en fait les informations disponibles pour structurer et proposer en temps réel un contenu qui puisse être adapté en fonction de l'utilisateur et qui soit personnalisé selon le profil biologique de chacun. Donc l'idée, c'est que voilà, en fonction des résultats de biologie médicale, on puisse apporter une information qui soit personnalisée et effectivement dans la continuité de ce que fait la biologie médicale, à savoir 3 choses. Le diagnostic, d'abord, donc c'est une aide au diagnostic, la prévention et le dépistage. Donc voilà ce qu'on fait chez Kiro et comment on avance sur les sujets, bien sûr, de médecine préventive, mais aussi de médecine prédictive et de diagnostic. Théo, je me tourne vers toi. Tu es donc data scientist chez Equimetrix. Alors, en 2 mots, Equimetrix, qu'est-ce que c'est et dans quelle mesure vous aidez vos clients à faire usage de ce qu'on peut appeler de la bonne data? Merci beaucoup. Merci Laurence aussi pour tes mots auxquels je ne peux que être d'accord, même si je pense justement que j'ai une vision différente. Parce que effectivement, chez Equimetrix, on fait Merci à Fabrice pour sa remarque sur le test PCR. Excuse-moi Théo, je te laisse continuer. Pas de souci. Je disais, Equimetrix, c'est un leader de la data science en Europe. Donc en fait, on produit des solutions data et IA pour le business, pour des clients grands comptes, pour les aider à faire différents projets et créer de la valeur métier. Et personnellement, je suis manager de projet, data scientist, et je suis en fait un codeur un peu fou. Je suis moi-même un ingénieur qui fabrique ces algorithmes. Donc j'ai une vision qui est pas forcément la même que Laurence. En tout cas, je réfléchis à vraiment comment on met en pratique concrètement ça pour des clients et pas forcément que sur de la donnée sensible, de la donnée médicale. Et donc, du coup, dans cette expérience-là, j'ai eu l'occasion de voir déjà beaucoup de projets pour pas mal de clients sur des thématiques complètement différentes. Et forcément, en fait, quand on rentre dans le détail et qu'on met les mains dans le cambouis sur ces données, en fait, on est face à face avec ce qu'on voit des algorithmes et de la donnée et on se rend compte à quel point il peut y avoir des biais, il peut y avoir des incohérences, il peut y avoir de la donnée qu'on appelle sale et complètement inutilisable. Et du coup, parmi toute cette masse de données qu'on pourrait utiliser, il y a effectivement énormément de travaux pour essayer de décortiquer un peu tout ça et en tirer pour nous de la valeur un peu stratégique pour nos clients. Ok. Alors, à ce stade de notre conversation, je vous l'avais promis, donc chose promise, chose due, je vais lancer un petit sondage. Alors, c'est un sondage avec réponses multiples. On a le droit de répondre à plusieurs items. Pour vous, une IA éthique, c'est A, un vœu pieux, B, un défi démocratique, une préoccupation franco-française ou une super opportunité business? On peut voter plusieurs fois, notamment grâce à la question D, à la réponse D. On va revenir sur le chat et les questions et à notre conversation. Et je vais continuer. On va laisser passer 10 minutes, un quart d'heure pour avoir une réponse à peu près consolidée au sondage. Et je reviens vers vous deux, Alexandre et Théo. On voit que là, on est à la fois sur des enjeux techno, sur des enjeux éthiques. Est-ce que pour vous, l'IA, c'est d'abord un outil d'aide au traitement des données, évidemment, mais aussi à la décision? Si je te suivais un peu, Alexandre, c'était un peu ça. Et donc, de fait, à un meilleur pilotage stratégique. Comment on se sert de la data en étant le plus fin possible, sans reprendre l'expression de Théo, avec de la technosale. On peut posséder des algos et en faire n'importe quoi. C'est quoi le meilleur usage finalement de la data? On va peut-être commencer par toi, Alexandre. La question est un peu complexe. Je dirais qu'il y a 3 éléments importants à avoir en tête. Le premier, c'est un élément sur ce qu'a dit Laurence, avec lequel j'adhère complètement, qui est en fait la question de l'IA vue comme un fantasme. Ça, c'est un enjeu fondamental. Et l'IA, c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, il y a différentes méthodes et Laurence a très bien décrit sur la question des réseaux neuronaux et la récence, en fait, à la fois en termes de variété et de capacité de calcul qui permettent de faire des choses un peu plus intéressantes aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans.
mais c'est pas quelque chose de nouveau. C'est un métier, et je crois que Théo en est la preuve, c'est un métier de data scientist, et il faut avoir des gens qui sont spécialisés dans ce métier-là, parce que c'est pas à la portée de tout le monde, et c'est pas parce que c'est pas un fantasme que c'est facile. C'est quelque chose de complexe, et je pense que Laurence en est la preuve, on peut être aussi chercheur sur ces sujets-là. En revanche, c'est un formidable outil, pour répondre à la question, d'aide à la décision. Pourquoi? Parce que l'information, de manière générale, et ça Google l'a très bien compris, c'est complexe. Et donc, il faut être capable de traiter cette information et ce niveau d'information. Il y a 3 niveaux, je disais, donc, de réponse à la question. La première, c'est est-ce que l'IA est utile? Je pense que ça fait plus trop de débat. Ça a déjà commencé, je parle pour le secteur de la santé, à transformer et à modifier même le secteur. Donc, la mutation de l'IA en santé, pour l'analyse de données, va favoriser une médecine plus préventive, plus personnalisée, au service des patients, des médecins et des organisations de santé. Ça a été démontré. Je pense qu'aujourd'hui, le Covid et les vaccins, typiquement avec des boîtes comme Dassault Systèmes, l'ont très bien montré. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est de voir la techno comme un moyen, et en particulier l'intelligence artificielle, parce que pour qu'elle soit pertinente, il faut comprendre les enjeux pour aider les individus dans la prise en charge et l'accès à l'information. Donc ça, c'est pour moi le premier sujet. Ensuite, il y a un deuxième sujet, c'est quoi dans l'IA qui va être utile? Et effectivement, le machine et le deep learning, plus que l'intelligence artificielle un peu comme mot-valise et passe-partout, peut être utilisé et se sont montrés en fait comme particulièrement utiles. Et enfin, je pense qu'il y a un troisième enjeu, qui est la question, parce que qui dit IA dit question de données, et ça c'est un problème, c'est qu'aujourd'hui on a trop fait en fait de la donnée un mot-clé et l'enjeu de l'IA. Et pas assez en fait la question de ce que disait Théo sur la donnée sale, la qualité de la donnée. Et je pense que quand on parle d'éthique et d'intelligence artificielle, mais quand on parle d'intelligence artificielle tout court, la question de la donnée, elle est au centre. Si la donnée de départ, elle est mauvaise, l'intelligence artificielle n'a aucun intérêt. C'est le principe que les Américains aiment appeler GIGO, garbage in, garbage out. Entrée défectueux, résultat absurde. Et je terminerai là-dessus, et c'est la conclusion pour moi, ce qui est important pour voir en fait à quoi sert l'intelligence artificielle et notamment l'enjeu de la donnée, c'est que une analyse statistique, ce qu'est en fait l'intelligence artificielle, même si beaucoup plus avancée et beaucoup plus complexe à gérer sur le plan mathématique, une analyse statistique, elle est toujours possible, même avec des données incorrectes. Rien n'empêche quelqu'un qui traite des données de les traiter. Et personne ne vous dira que ce que vous faites n'a pas de sens. Ça, le problème, en termes d'éthique et en termes de biais, on risque de le découvrir pour celui qui les traite trop tard. D'où l'importance de connaître à la fois la qualité de la donnée et le métier de la data science. Ok, c'est hyper clair. Donc, je vais donc me tourner vers le data Si je peux me scientist. permettre, c'est. Mais je t'en prie, Laurence. Alors, Laurence, je précise qu'évidemment, tu Moi, interviens quand tu veux. Hein. Non, mais d'intervenir. Et d'ailleurs, il y a un sujet de recherche qui est d'essayer de faire de l'IA frugale aussi, c'est-à-dire avec peu de données et propre. C'est un sujet que j'affectionne aussi beaucoup. J'en parlerai peut-être un peu plus tard, notamment sur les questions environnementales qui sont pas le sujet de l'inclusivité aujourd'hui, mais on pourra en parler peut-être plus tard si ça vous intéresse. Mais pour répondre à ta question, Thierry, qui était sur est-ce que c'est utile, est-ce que ça sert à faire du pilotage stratégique? Ayant une vision plutôt entreprise, déjà j'aimerais rappeler que je suis pas fan du terme IA. Il est quand même super galvaudé, il veut dire plein de choses. Et rappeler que moi, vous verrez que je parle plutôt d'algorithme en tant que data scientist, aussi dans un but pédagogique, comme le disait Laurence, pour rappeler qu'en fait c'est pas forcément très intelligent, quoi. Et pour rajouter peut-être un point supplémentaire à ce que disait Alexandre, il disait que la question, une des questions principales, c'est est-ce que c'est utile tout ça? Est-ce qu'on arrive du coup à en faire quelque chose qui fonctionne parce qu'on a réussi à mettre de la donnée de bonne qualité? Je ne peux que être d'accord, mais je rajouterais aussi qu'en fait, en entreprise, on considère l'IA pas comme juste l'algorithme, on considère le système en entier qui va délivrer de la valeur. Et donc en fait, la question c'est pas que c'est quoi mon algorithme, qu'est-ce que j'en fais, c'est est-ce que ce système-là a été fait pour prendre des bonnes décisions? Et donc forcément, intrinsèquement, ça aide au pilotage stratégique. Et donc en fait, c'est une question qui est certes technologique, mais qui est une question en fait humaine, de métier, qui au-delà d'être utile, il faut que ce qui est créé comme usage de l'IA, ça soit utilisé par les gens qui s'en servent, que ça serve à quelque chose et que ça soit bien fait, quoi. Donc il y a vraiment une vraie considération que ces algorithmes-là ne doivent pas être complètement déconnectés, et une IA qui est déconnectée de
des utilisateurs, en fait, pour moi, c'est pas de l'IA. Quand Laurence parle d'IA frugale, tu souscris, j'ai vu. Oui, mais c'est une super opportunité de business, hein, ce qu'on est en train de vivre en Europe, je pense. Parce que créer une IA de confiance, donc pour rebondir sur ce que venait de dire Théo, parlant à tous et pouvant être utilisé par beaucoup de personnes, c'est à mon avis fondamental. Et l'IA de confiance, ça veut dire j'ai des règles garde-fous limites et j'ai aussi une discussion possible autour de cas borderline, parce que les données sont pas exactement, on n'imagine pas ce qu'elles auraient été les contreforts, les limites quoi des objets qu'on manipule. Et je dirais qu'en fait, lorsque vous dites que l'IA c'est l'algorithme et les données, c'est aussi trois choses. Une autre chose pour moi, c'est l'optimisation de tout ça, dont on parle très rarement. Si j'optimise mal mon système, il peut être totalement dans les choux. Je pense que c'est le paradoxe, si je me permets, sur l'intelligence artificielle, c'est que l'IA n'est rien sans l'humain. Oui. C'est vraiment ça. Et en fait, je rejoins ce que disaient Laurence et Théo, mais c'est l'IA, et encore une fois, l'analyse, celui qui va juger de la pertinence de l'analyse, derrière, c'est celui qui va l'utiliser. Et on est très très loin en fait de l'IA forte que effectivement beaucoup de gens qui font du business vendent. Aujourd'hui, l'IA, elle est pertinente que si on a des êtres humains derrière qui comprennent en fait les enjeux. Et je rajouterai un quatrième point, du coup, aux 3 points qui ont été précédemment indiqués, c'est les hommes qui sont derrière. C'est un métier, data scientist. Et je pense que c'est une grande opportunité si on arrive à faire de ce métier, en parlant d'éthique et de propreté des données, de façon de gérer et d'évaluer. L'évaluation est fondamentale. L'audit sur le long terme aussi, c'est-à-dire en fait des boucles d'usage qui reviennent et qui montrent que peut-être les données n'étaient pas suffisantes au départ ou elles seront forcément biaisées, les données. On est d'accord ? Ça n'existe pas, un ensemble de données non biaisées. Est-ce que ça vous... Il faut juste optimiser et voir l'utilité de ce qu'on est en train de faire. Le fait qu'on utilise beaucoup le terme de biais en ce moment, un peu à toutes les sauces d'ailleurs, des biais cognitifs par-ci, des biais cognitifs par-là, ce qui presque inclurait le fait qu'il y aurait comme une sorte de rectitude. Et est-ce qu'on n'est pas en train de courir après une sorte de fantasme qui serait l'absence totale de biais? Thierry, on m'entend pas? Si, moi j'entends. Si, très bien, ouais. Ok. Et vous m'entendez? Bah ouais. Très bien aussi. Bon, il nous manque Thierry. Donc je suis d'accord avec vous deux sur ces perspectives, sur l'utilité, et le fait de travailler sur des données frugales et riches. Mais vous êtes d'accord aussi qu'il n'y a pas de non-biais possible, il y a forcément des biais. Bah, Attends, vous m'entendez la question, je crois. Ouais, tu m'entends ou pas, Laurence? Non, Laurence m'entend pas. Mais j'ai pas entendu la question alors, parce que je crois que c'était justement la question. C'était ça. Justement, c'était ça. Le biais, est-ce que des non-biais? Ouais, non, mais on ne cesse de parler de biais. La question est posée à qui? Parce que moi, je n'entends pas ce que dit Thierry, là. Alors, je vais poser la question à Alexandre et Théo et vous allez répercuter. Est-ce que l'absence de biais ne vous met pas dedans quelque part, quoi? Alors, Thierry dit, la question c'est est-ce que l'absence de biais n'est pas difficile? Et merci, je prends Vas-y, non, excusez-moi, parce que moi je n'entends pas ce que dit Thierry, donc j'ai pas pu réagir. Justement, déjà, un peu de pédagogie aussi sur le biais, parce qu'effectivement on l'entend partout. Un biais, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Déjà, ça c'est une première chose. Par exemple, quand on va mettre un petit peu d'intuition dans un algorithme, ce que tout le monde fait pour dire il va se passer tel événement, il faut prendre ça en compte, etc. Même dans le choix des données, en fait, on va venir mettre de l'intelligence justement humaine à l'intérieur de ces algorithmes. Donc le biais, c'est même un terme statistique dans certains algorithmes, n'est pas quelque chose de négatif. C'est dans certains cas, quand ce biais s'adresse sur certains types de populations, ce biais peut venir affecter la performance d'un algorithme ou venir adresser des questions éthiques. Et donc en fait, le sujet, c'est pas d'enlever le biais. Le biais, il y en a partout et c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est même quelque chose de très positif dans certains cas. Par contre, ce qui est important, c'est de s'en rendre compte. Et donc typiquement, alors si jamais je vous donne un peu une idée de ce que nous on fait chez Equimetrix, on a beaucoup réfléchi au sujet. On a essayé de philosopher, de réfléchir un peu dans tous les sens depuis plusieurs années. Et depuis un moment, on s'est dit, on arrête.
c'est pas notre métier, on va pas le faire bien. Par contre, nous, ce qu'on sait faire, c'est mettre les mains dans le cambouis et regarder les données. Et donc, on a commencé à reprendre toutes nos données, tous nos datasets, et à essayer de regarder et d'utiliser plein de métriques mathématiques pour comprendre, en fonction de certaines populations, par exemple sur le genre, sur la catégorie socio-économique, sur des choses qui sont pas forcément des données sensibles, comme dans le médical, par exemple sur la vente de voitures ou pour faire souscrire des abonnements de salles de sport ou des choses comme ça. On essaie juste de se poser la question de, OK, on sait qu'on prend en compte des données sur le genre. Est-ce que c'est un problème ou non? Et est-ce que le modèle, l'algorithme, il comprend ça comme quelque chose qui pourrait aboutir à des discriminations? Et c'est en premier lieu, la question, c'était pas se dire, attention, il y a des biais partout. Bah, bien sûr, ça on le sait, c'est pas forcément un problème. La question, c'est, sachant qu'il y a des biais, est-ce que ça peut poser des problèmes par la suite? Essayons de regarder si effectivement l'algorithme le prend en compte ou pas, comment il le fait et est-ce qu'on peut le réduire. Et ça, en fait, il y a Moi, juste une petite nuance, parce que là, je voyais écrit, le biais, c'est finalement le résultat du libre arbitre du data scientist. Moi, je suis pas d'accord avec cela. Lorsque on travaille dans une industrie, j'imagine, pour résoudre un problème, bon ben voilà, les données naturelles arrivent biaisées. C'est-à-dire que si j'ai à reconnaître des faux billets de vrais billets, par exemple, eh bien, ils arriveront plus naturellement, plutôt sous forme de vrais billets que de faux billets. D'accord? Donc, la décision de l'algorithme qui va être entraînée sur ces données, qu'est-ce qu'elle doit être? Est-ce que on prend des données qui viennent comme ça naturellement, avec beaucoup plus de vrais billets que de faux billets, sachant que la décision, si on la prend comme ça, ben, elle se coûtera plus cher si je détecte pas mes faux billets. Il faudra mieux déranger le client en disant, je soupçonne qu'il soit faux, plutôt que de laisser passer des faux billets. Donc, c'est cet enjeu-là qui est compliqué aussi. Il ne faut pas penser que c'est un libre arbitre du data scientist. C'est lié, en fait, à la tâche qu'on va faire. Donc, c'est très lié à l'utilité du système. Et à l'écosystème. Je dirais même que c'est un des biais possibles. Effectivement, ce biais existe, mais il y en a plusieurs et ils s'enchaînent tous. Et c'est ça la question. Juste pour rebondir sur la question des biais, effectivement, c'est parfois en fait la conséquence de quelque chose qui est beaucoup plus fondamentalement ancré dans la donnée ou dans l'écosystème de la donnée. Et c'est très complexe à faire changer. C'est là aussi où l'IA peut avoir un intérêt et où le data scientist accompagné, pour nous en tout cas chez Kiro, du professionnel de santé, aide à comprendre les biais et à traiter avec cette pluridisciplinarité de répondre en fait à la question. Je vous donne un exemple plus concret pour que les personnes qui nous écoutent puissent avoir un sentiment de ce qu'il s'agit. Nous, on travaille sur des profils biologiques de patients. On a un enjeu, c'est la prescription. Prenons par exemple Théo et moi, qui sommes deux individus avec potentiellement le même profil biologique, et supposons qu'on ait le même profil biologique. Ça, c'est une hypothèse qui va dépendre en fait de l'information que nous avons sur Alexandre et sur Théo. Si Alexandre et Théo ont deux médecins différents, et que le médecin de Théo, lui, a l'habitude de prescrire A, B, C, D, E, F, G, et de faire tel IRM suite à tel examen, et de faire tel scanner suite à tel potentiellement signe clinique. Et que moi, mon médecin, il ne prescrit pas A, B, C, D, mais il a l'habitude de prescrire X, Y, Z, T, A, X, W et Z. Et qu'il a une démarche de raisonnement différente. Dans la donnée qu'on va avoir en entrée, c'est cette information-là, c'est ce biais-là. Et donc, l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive à la même finalité, au même résultat, avec deux profils biologiques qui sont similaires sans avoir la même information en entrée. Ça, c'est un biais. Mais ça donne aussi de l'information en tant que telle sur les mécanismes de prescription et la personnalité, quelque part, du médecin, ou en tout cas, à minima, sa façon de travailler. Et donc, comprendre la manière dont travaille un médecin, et ça peut être aussi lié à des zones géographiques, ou aussi à la manière dont il a appris la médecine. Ça donne des informations sur le rôle du médecin et son accompagnement dans le cadre de la prise en charge. Et est-ce qu'on peut lutter contre ce biais-là? On va se rendre compte très rapidement que dans une zone géographique donnée, dans un CHU donné, l'apprentissage peut être parfois différent de l'apprentissage dans un autre CHU. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mauvais? Ça, malheureusement, on ne peut pas travailler et l'IA ne va pas résoudre ce sujet. En tout cas, pas comme ça. Oui, alors il y a différentes façons de voir les biais. Hein. Le biais dont vous parlez, c'est pas vraiment un biais, c'est finalement une intuition ou une interprétation contextualisée des choses.
C'est un biais de prescription et si on ne le prend pas en compte, notre donnée est par définition biaisée. On est d'accord. Mais en fait, Enfin, notre résultat, en tout cas, est biaisé. En fait, il y a des biais partout. D'abord, nous avons des biais cognitifs, on ne perçoit pas la réalité, ou la perception est différente d'un individu à un autre. Voilà, donc nous décidons grâce à la connaissance d'informations, mais comme elles sont biaisées, finalement, nous décidons un peu tous différemment. Voilà, l'être humain est comme ça. L'IA est pas du tout comme ça. On lui présente des choses, elle va interpréter suivant les modèles mathématiques qu'elle a, et point barre. Il n'y a pas d'intuition, d'intention ou de biais cognitifs qui seraient, elle voit pas vraiment les choses, ou elle les interprète parce qu'elle connaît d'autres choses. Donc, vous voyez, c'est très différent. Mais le terme biais m'embête un peu parce qu'il est un peu à toutes les sauces là. Donc, il faudrait revenir sur qu'est-ce qu'on entend par biais dans les algorithmes. C'est qu'en fait, certains algorithmes sont calibrés d'une certaine manière et ne répondent pas à la tâche de façon loyale. On attend d'un système qu'il fasse une certaine tâche, on attend une certaine loyauté pour tout le monde. C'est ça l'inclusion. C'est le fait que le résultat soit finalement à égalité pour tous. C'est-à-dire qu'on ait les mêmes chances d'avoir l'information, qu'on ait les mêmes chances d'utiliser le système. Et donc, on a tous entendu parler du système qui était pour déclencher un système qui séchait les mains et qui ne marchait que pour des peaux de couleur blanche, par exemple, et pas foncée, parce que dans les données, il n'y avait pas ça. Moi, dans mon domaine, je travaille donc sur le deep learning ou l'apprentissage machine sur des données orales. Eh bien, dans la communauté scientifique, il y a plus d'hommes, 80% ou voire 90% de chercheurs masculins sur ces sujets de deep learning et de signal analysis. Et je peux vous dire qu'ils travaillent plutôt sur des bases de données masculines. Quand je pose cette question, on me dit c'est parce que c'est plus facile. J'avais vu des étudiants qui me disaient mais je devais travailler sur la prosodie, c'est la façon dont on parle sur un corpus de données. J'ai pris des TED et j'ai pris de la parole conversationnelle. J'ai pris mon voisin, c'était un homme, pour la parole conversationnelle, et j'ai pris des TED qui étaient sur Internet. Il y avait plus d'hommes que de femmes. Donc, on va retrouver ces biais-là un peu partout. La reconnaissance de la parole marche moins bien pour les femmes. Il y a moins de données présentes. Il n'y a pas que cette raison. Mais à chaque fois, les biais, c'est savoir est-ce qu'il y a égalité ou pas dans le traitement final de la décision de la machine. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le présenter. Parce que partout, évidemment, il y a le contexte qui joue, l'écosystème, comme vous l'avez dit, et je suis tout à fait d'accord. Alors, j'ai le résultat du sondage, déjà, que je voudrais vous faire commenter et qui est assez net. Donc, je demandais, pour vous, une IA éthique, c'est un défi démocratique, une super opportunité business avec une préoccupation franco-française. Je les ai remis dans l'ordre. À 54%, c'est un défi démocratique. Ça vous paraît correspondre à vos propres réflexions et est-ce que vous êtes surpris? Je lance un peu cette question à la cantonade. Théo, peut-être qu'elle va parler depuis quelque temps. Ouais. C'est ce que j'avais voté, donc t'as voté. J'avais voté aussi, et notamment ce qui est intéressant, c'est que tu avais mis dans le sondage, est-ce que c'est un intérêt business, et ça, justement, pour être pile poil dans le sujet, par exemple, une des réflexions qu'on a eues, c'est que pendant longtemps, on s'est dit oui, c'est un intérêt business. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que c'est plus vraiment le cas, que déjà, on n'arrive pas forcément à en tirer de la valeur. Enfin, c'est pas concurrentiellement intéressant pour nous, mais en fait, c'est juste une question d'engagement. Et en fait, on a arrêté d'essayer de se dire, on le fait en cachette, on le propose à nos clients, etc. Et parce qu'en fait, ça n'avait pas d'intérêt commercial. Par contre, c'est un intérêt citoyen. Et du coup, maintenant, on publie tout ce qu'on fait sur le sujet en open source, parce qu'en fait, c'est une question de responsabilité démocratique plus que de questions concurrentielles. Pour rester sur toi, Théo, le fait que on est passé en gros d'une utilisation un peu bourrine, si je peux me permettre, de l'IA à une utilisation peut-être un peu plus sensée. Tout à l'heure, tu évoquais rapidement le caractère environnemental. Et tu disais que l'IA pouvait aider à ça. Est-ce que tu peux revenir 2 secondes et ensuite je vais poser à Alexandre et Laurence, je leur demander de répondre au sondage. Sur la question de, il y a un affinement, un affinage des produits qu'on peut vendre ou grâce à l'intelligence artificielle d'un point de vue environnemental. Il y a effectivement, il y a 2 questions. C'est comment l'IA peut aider à essayer de résoudre le problème du changement climatique, et il y a aussi l'impact de l'IA sur le changement climatique. Donc c'est deux questions séparées. Comment l'IA, au fond, c'est de l'optimisation. Donc en fait,
de l'optimisation de processus, ça peut permettre d'optimiser un peu ce qu'on veut. Autant ça peut optimiser un chiffre d'affaires, la satisfaction d'un client, la reconnaissance vocale, etc. Mais en fait, si on peut très bien se dire que ça pourrait optimiser l'empreinte carbone de système, et c'est ce qu'on fait de plus en plus, et c'est ce qu'on met à nouveau par engagement maintenant, nous, dans tous nos projets qu'on fait avec des clients. C'est une des réponses. Et après, il y a une autre question qui est est-ce que ça a un impact elle-même sur l'environnement? Et ça, la réponse est oui. On le voit, et c'est de plus en plus, c'est l'empreinte carbone du numérique, c'est quelque chose qui est croissant et qui est aujourd'hui à 6% dans le monde. C'est quelque chose qui va être de plus en plus, et c'est ce qui fait appel du coup à toute une gamme de travaux de recherche sur l'IA frugale qu'exprimait Laurence, qui vise à essayer de se dire déjà, est-ce qu'on peut faire aussi bien, voire peut-être un tout petit peu moins bien, mais avec beaucoup, beaucoup moins de données et beaucoup, beaucoup moins de puissance de calcul. Et je prends juste un exemple, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez méconnu. J'ai aussi j'en parle avec passion, c'est aussi parce que j'ai un engagement associatif auprès d'une association qui s'appelle Data for Good, comme tu le disais en entrée. Et on travaille en ce moment, on est en train d'accélérer un projet avec Code Carbone, qui est un projet qui est créé par plusieurs institutions, dont des chercheurs en IA à Montréal, et qui vise à fournir un outil très concret pour le data scientist pour mesurer l'empreinte carbone de ces algorithmes. Et ça, c'est comme le biais. Comme le disait Laurent, c'est une question d'éducation, de démystification. Donc déjà apporter cette information, qu'on soit en train de parler d'inclusivité, qu'on soit en train de parler d'empreinte environnementale. En fait, c'est de la responsabilité de toutes les personnes qui sont autour de la table que de le savoir et de l'afficher, d'être engagé suffisamment pour le dire, je veux le voir à chaque fois. Ça conforte ton vote du sondage. Laurence, Alexandre, un défi démocratique à 54%, bon, même si c'est pas très scientifique comme sondage, mais enfin, quand même, ça dit quelque chose, en tout cas, de celles et ceux qui nous regardent et qui nous suivent. Ça vous semble... C'est assez intéressant. Ouais, je pense que c'est un bon cas d'usage. Je suis pas surpris par les résultats du sondage. En revanche, je suis pas certain que ça reflète les enjeux. Mais parce que, en fait, il y a un biais, justement, dans la façon dont la question est posée. Je suis en fait d'accord avec la manière dont les réponses ont été faites et globalement. Maintenant, si on avait, prenons un exemple, on avait un cas d'usage en réel, on avait changé une préoccupation franco-française avec une préoccupation dépendante des pays. Est-ce que les résultats auraient été les mêmes? Peut-être pas. Bonne question. Et ce qui est intéressant, c'est que celui qui récolte les données de ce sondage-là et qui va en fait faire des analyses dessus, il pourrait avoir des outcomes, des résultats très différents en fonction de la manière dont la question a été posée. C'est un biais. Et là-dessus, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que pour moi, une IA éthique, c'est effectivement un défi démocratique parce qu'elle dépend précisément du pays dans lequel on se trouve. Je ne suis pas sûr que si vous posiez la question à un Chinois ou à un Américain, ils vous répondent de la même manière, en vous disant c'est une opportunité business ou un vœu démocratique, ou un défi démocratique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, et c'est tout le problème, la donnée n'a pas de frontières. Si l'IA est pertinente et qu'elle répond à des vrais besoins, comme on l'a décrit depuis le départ, alors il y a un enjeu important, c'est qu'une IA, prenons un exemple qui va sauver du cancer, ou qui va pouvoir diagnostiquer du cancer précocement pour pouvoir soigner à terme du cancer, est-ce qu'elle aura une frontière, cette IA? Est-ce qu'un Américain, un Chinois et même un Français répondront à cet enjeu de la même manière? Est-ce que donc du coup ils vont développer de la même manière ces mêmes IA? Et on peut très bien avoir en fait les mêmes besoins en étant en France ou en étant en Suède ou en Chine, et pour autant répondre à ces besoins de manière très différente, et l'IA est un moyen. Et donc une IA éthique, c'est aussi, de mon point de vue, une IA qui prend en considération ces considérations nationale, européenne ou internationale. Laurence, tu souscris Oui, je souscris tout à fait. Je vais rajouter un certain nombre de points. Donc, la première chose, je pense qu'il faut éduquer sur tous ces sujets. Donc, moi, j'ai été nommée présidente de la fondation Blaise Pascal, en vue de médiation, qui finance des projets pour de la médiation dans les écoles sur les mathématiques et l'informatique et les technologies en général. Donc, l'éthique va en faire partie. Le fait de pousser les femmes aussi à être plus présentes va en faire partie aussi. J'aurais aussi attiré votre attention sur le fait que l'écologie, on a pris beaucoup de retard, donc il est essentiel que l'éthique, on prenne moins de retard et qu'on prenne les choses
en compte maintenant. Il existe, quand on parle d'écologie maintenant, des fonds monétaires qui financent des projets uniquement, ou des entreprises, uniquement si elles répondent à certains labels, comme ESG, c'est-à-dire des critères d'environnement, des critères de société et des critères de gouvernance. Il serait essentiel aussi de travailler sur des critères comme ça pour une éthique de l'IA. Je pense que ça touche tout le monde et que j'ai l'impression que on part sur des bonnes pistes, en tout cas, que les entreprises soient aussi moteurs vers des prises de conscience comme ce qu'on vient d'écouter à travers les propos d'Alexandre et Théo. Et j'en connais bien d'autres. Hein. Je travaille aussi avec le hub Francia, avec cette idée aussi de travailler avec des industriels sur des chartes, des bonnes pratiques et propulser cette idée qu'on peut quand même en faire, même si vous n'y pensez pas à l'heure actuelle, des enjeux économiques. On le verra un peu plus tard. Pour finir, j'aimerais quand même poser des questions qui nous viennent de notre public. Jérôme David demande qui écrit les grands moteurs IA. J'ai l'impression que quand on pose cette question, on a le sentiment qu'il y a une sorte ouais, c'est les GAFA en fait. C'est les GAFA. L'INRIA a fait aussi un moteur. Hein, on utilise beaucoup. Donc l'INRIA française. Ouais. Et puis on ne connaît pas assez en fait. Hein. Il y a quand même il y en aura de plus en plus parce que à travers ce que j'ai envoyé là sur l'Europe, il n'y a pas seulement les réglementations, il y a aussi le fait de vouloir mutualiser des données, des outils. Et donc ça aussi, il faut le promouvoir et faire qu'il y ait un écosystème possible pour que les entreprises travaillent ensemble. Je pense qu'il va falloir travailler comme ça si on veut résister aux GAFA. Voilà, mais en termes de questions éthiques, j'ouvre le sujet. Bon. Non, mais c'est juste une question, hein, et après chacun sera libre d'y répondre. Mais qu'est-ce que ça fait penser qu'aujourd'hui, quand une personne éminente comme Laurence nous explique ça, on se dit, ben voilà, IA et éthique, rôle des GAFAM, quoi. Enfin, c'est sur la question de l'éthique par rapport à la question des frontières. Hein. Mais bien sûr. Surtout qu'on a vu le mauvais rôle de Google dernièrement, qui a viré deux directrices de l'IA éthique, hein, donc qui a fait scandale. Et pourquoi ils l'ont viré? Parce que dans OPT3 et dans les derniers outils proposés par OpenAI et par Google, eh bien, il y a des biais pas possibles, justement, parce que ces données sont des milliards de données qui ont été prises sur Internet, qui viennent soit de situations ou de textes qui n'ont pas été vérifiés, soit même de machines qui produisent des données. Donc on est sur quelque chose qui n'a pas de sens. Fabien Pétel justement nous dit, mais du coup, alors peut-être que c'est Théo qui pourrait répondre, mais du coup l'IA éthique pourrait apporter un avantage commercial à l'entreprise si les clients ou les utilisateurs la réclamaient. Est-ce que tu sens que les clients le réclament d'aller vers plus? Est-ce que les appels d'offres, est-ce que les utilisateurs finaux en B2B, en B2C réclament davantage d'éthique ou... Bien entendu, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore 2-3 ans et qui aujourd'hui est systématiquement quelque chose qu'on nous demande dans les appels d'offres de commerciaux, et c'est une bonne chose. Ça nous demande beaucoup plus de travail, mais j'en suis ravi en tant que citoyen, et c'est bien. Donc le marché est énorme, hein. 512 millions de personnes sur Internet en Europe. Hein. Peut-être une question pour Alexandre. Alice nous dit à propos de ce que tu évoquais sur est-ce qu'il y a des biais nationaux? S'agit-il de considérations nationales, territoriales ou plutôt des considérations culturelles? Et on a coutume de dire que la France et l'Europe de l'Ouest s'intéressent à l'éthique, là où les États-Unis et la Chine s'intéressent au business, et c'est un peu ce que tu semblais dire tout à l'heure dans la réponse au sondage. J'ai répondu rapidement à Alice sur le sujet, c'est la question de l'éthique versus la morale. Ah oui. D'accord. Non, enfin, oui, effectivement, il y a des considérations nationales, territoriales, des considérations culturelles, donc il y a des considérations éthiques de l'IA, il y a des considérations morales de l'IA. Il y a une réglementation qui doit être mise en place, mais après, la question, c'est toujours la même, c'est que la réglementation, elle va dépendre des pays. Et donc, si on est sur une réglementation qui peut empêcher l'IA, je parle de la santé, parce que c'est le domaine éventuellement sur lequel on connaît un tout petit peu, mais je pense que c'est pas débile de dire que tout le monde a envie de mourir, en général. Beaucoup de gens ont envie de mourir vieux et en bonne santé. Qu'on soit français, chinois, américain, italien, slovaque. On voit monter le transhumanisme quand même de façon plus forte aux États-Unis. C'est-à-dire le vouloir être. Et donc c'est la raison pour laquelle on va avoir des populations qui vont diverger en fonction de justement leurs considérations éthiques et morales, qui vont développer des technologies qui vont avec.
Oui. Et l'IA éthique, C'est là où il faut éviter les fantasmes, hein, parce que là, c'est tout sauf scientifique, hein, ce qui est proposé par les transhumanistes. C'est de l'aveuglement et de la croyance. Hein. Mais est-ce qu'on n'en est pas un peu revenu de cette affaire de transhumanisme? Eh ben oui et non, parce que Google, enfin les grands géants du numérique, là, investissent encore. Hein. sans rentrer dans le transhumanisme, sur des éléments peut-être Ray un peu plus, Kurzweil est toujours en poste, ce que je sache. ouais, et puis sur des sujets un peu plus qu'on connaît tous. Je veux dire, aujourd'hui, je ne connais pas de grands fabricants français de scanners ou d'IRM sur les questions de santé. Pourtant, c'est un outil, une technologie qu'on utilise pour aller au diagnostic. L'IA, ce sera pareil demain. Et pour revenir sur ce que disait Laurence à un moment donné, sur la complexité et le fantasme, un médecin n'a pas besoin de comprendre, de savoir fabriquer un IRM ou un scanner pour utiliser un scanner ou IRM. Donc l'enjeu, c'est ça, c'est demain, est-ce qu'on aura des IA qui seront françaises, qui seront européennes, qui seront internationales, qui seront américaines, et en fonction du besoin que ça va résoudre, on utilisera celle qui répondra aux besoins. D'accord, il y a 12 licornes, il y en a une par exemple, vous la connaissez, Shark, c'est les robots qui ont éteint le feu à Notre-Dame, vous voyez. Et ben donc les Américains essaient de l'acheter et on résiste. Et donc ils vont travailler avec les Américains. Donc il y a des bonnes idées partout, il y a des grands succès partout français, il faudrait en parler un peu plus. Exactement. Alors, tout à fait. On a 12 licornes, ça combien on les pétarade. dépose de licornes? Non mais bon, Non, continuons. mais on est un peu moins. Non, il y avait 3 ans, il y en avait 2. Hein. Non mais, pas 3 ans, ou très peu d'années, je sais, j'ai plus en tête, mais on voit monter effectivement cette idée, et je pense que ce qui vient de se passer sur l'Europe et cette réglementation va apporter justement dans cette histoire plus de dynamisme, plus de visibilité. Ça pétarade sur le chat, donc je sais plus où donner de la tête, mais il y a un vrai débat. Et merci à Fabrice, Maud en particulier de l'animer, et merci à Alexandre, j'avais même pas vu que tu répondais en même temps. Tu es peut-être toi-même une intelligence artificielle puisque tu es capable de parler et d'écrire. Moi aussi, j'ai répondu. Mais pardon, on a tous répondu, Enfin, on ok, fait. Non, je suis désolé, moi je suis concentré, hein, pardon, mais effectivement, je vois que ça peut être pas mal. Il faut surtout pas insuffler une conscience là dans les machines. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Science. Pardon, mais techniquement, c'est compliqué d'insuffler une conscience aux machines, non? Oui, non, mais de toute façon, il en est hors de propos. De toute façon. Quand on parle de design, il y a une espèce de confusion. Hein. C'est pas, on ne rend pas les machines morales, on essaie de trier les données, avoir des données riches et non bruitées, et puis de vérifier ce qu'on fait et de l'auditer sur le long terme. C'est ça l'éthique by design. Fabrice dit qu'il a travaillé chez Deezer et que Alan est la 12e. Oui, mais Alan vient de faire une méga levée de fonds. Donc, bon. Cool. Tout à fait, absolument. On pourrait débattre encore pendant des heures et on va devoir conclure. On a évoqué 30 000 trucs et il y a des choses qu'on n'a pas abordées, donc je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, c'est passionnant. En fait, vous auriez pu discuter tous les trois et moi, j'aurais pris plein de notes pour faire un bel article. Non, c'est hyper intéressant. Peut-être une toute petite question pour finir. Est-ce que si on se revoit, je sais pas moi, dans 5 ans, on parle encore d'intelligence artificielle ou est-ce que le terme même sera tombé en désuétude au profit d'algorithmique ou quelque chose en tout cas de plus durci, de plus sérieux? Mais c'est très sérieux, hein, le deep learning. Enfin, je sais pas. Deep learning, mais deep learning, absolument. Non, mais le terme même d'intelligence artificielle, est-ce que c'est pas aussi un peu ça qui parfois nous a fait aller dans les mauvaises directions? Et que le deep learning, il est possible que ça évolue effectivement ce terme. Il n'est pas à tout le monde. Il est biaisé lui-même. Il n'est pas assez précis et c'est un oxymore, c'est-à-dire c'est un pauvre riche, quoi. C'est quelque chose qui tout de suite c'est la machine et l'humain en même temps, et donc c'est complexe. Si on regarde ce que fait l'IA très bien, ce que fait très bien, c'est je prends des éléments passés, je regarde le passé pour essayer de voir le futur. Anticiper. Pour répondre à la question, exactement, pour anticiper le futur. Si on répond à la question en prenant le même raisonnement, finalement, l'IA, est-ce qu'elle existe depuis plus de 10 ans? Le mot intelligence artificielle. Donc, il y a de très fortes chances que dans 10 ans, on y soit encore. Non, mais l'IA existe depuis 60 ans. Exactement. Donc, il y a de très fortes chances que dans 10 ans, on parle encore d'intelligence artificielle. En revanche, ce que je crois davantage, c'est que dans 10 ans, il y aura des sachants qui parleront effectivement, comme disait Théo, d'algorithmes, de machine learning, de deep learning, peut-être de reinforcement learning, etc. Oui, alors, et puis des gens qui continueront. Algorithme, c'est pas un bon terme. Hein. Algorithme, c'est aussi faire un tricot ou une recette. Hein. Donc, c'est assez générique, autant que IA peut l'être, je trouve. Hein. C'est pas un bon terme, algorithme. Moi, je l'aime bien parce qu'il a le mérite de justement pas humaniser ce qu'on est en train de faire.
Et attends, il y avait des algorithmes avant les machines. Hein. On retrouve des algorithmes Euclide, etc. Ce sont des algorithmes qui sont écrits sur des pierres, qui sont écrits dans différentes langues et qui datent de très très longtemps. Donc, en tout cas, moi, ça représente beaucoup plus justement la réalité de mon métier. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que l'IA a le sens suivant, c'est-à-dire que c'est un algorithme, si on veut, c'est un programme qui se nourrit de données, et si on regarde le programme tout seul et qu'on veut évaluer juste le programme, on n'évalue pas le résultat. Puisqu'en fait, en tout cas, quand il apprend qu'on est capable de juger de ce qu'il fait. Là où on est tous les trois, enfin tout le monde d'accord, je pense, c'est que l'intelligence artificielle, in fine, elle est ni intelligente ni artificielle. Ah si, elle est artificielle. Ça, c'est une vraie phrase. Ah non, on ne continue pas, on remet pas. Mais elle n'est pas intelligente. De toute façon, c'est la fille de Maud Georget qui plus tard nous dirigera tous, puisqu'elle apprend déjà à la maternelle à faire des algos, mais pour l'instant pour faire des collets de perles. Donc on peut faire de belles choses. Bon, je voulais vous remercier encore vraiment tous les trois. C'est évidemment frustrant, et même si on est encore 76 à suivre ce débat, on va essayer d'aller faire quelques courses avant le couvre-feu, qui est dans pas très longtemps. Merci Alexandre, merci Théo, merci à toi Laurence. Au revoir, au plaisir de discuter encore avec vous. Merci à vous. Carrément. Je rappelle je voudrais remercier aussi quand même Claire, Mathilde et Marie de BPI. Je voudrais remercier Florie qui m'a aidé à préparer ce débat, et je vous rappelle qu'on se voit donc le 26 mai pour un nouvel épisode de Totem consacré donc aux startups dans la crise, et on invitera des gens qui ont trouvé des solutions pendant la crise, y compris qui ont pivoté, comme on dit. Merci à toutes celles et ceux qui ont posé des questions et qui ont rebondi et qui ont participé à son intérêt. Et on se voit le 26. Salut à toutes et à tous. Bonne soirée. Ciao.